Ceci est la lecture d'un livre. La rage, chapitre 17 du livre écrit par Douglas Hume, Béchamp ou Pasteur, un chapitre perdu de l'histoire biologique. Traduit de l'anglais par Aurore Valéry. Édition Paris, Librairie Lefrançois, 91 boulevard Saint-Germain, 1948. La rage, chapitre 17, inclus dans la section Le culte du microbe. De nos jours, pour la moyenne des hommes et des femmes, la mention du nom de Pasteur évoque immédiatement la pensée d'une maladie horrible, la rage. Car pour beaucoup, n'ayant que des notions vagues sur ses travaux consacrés à la fermentation, aux maladies des vers à soie et à l'inoculation anticharbonneuse, sa réputation ne figure au tableau d'honneur des sauveurs de l'humanité qu'en ce qui concerne les ravages dus aux chiens fous. Il est dommage que ce sujet ait provoqué un tel effroi, car l'hydrophobie est une maladie des nerfs, et la peur en est le premier facteur. On rapporte de nombreux exemples de cas incontestablement produits par la suggestion. Par exemple, 2 jeunes Français furent mordus au Havre par le même chien en janvier 1853. L'un d'eux mourut des effets de la morsure au bout d'1 mois. Mais, avant ce dénouement fatal, l'autre jeune homme partit pour l'Amérique où il vécut 15 ans dans l'ignorance totale de la fin de son compagnon. En septembre 1868, il revint en France et apprit cette mort tragique. Dès cet instant, il eut tous les symptômes de la rage et en mourut 3 semaines après. Extrait de Études sur la rage par le docteur Lato, page 262. Voici un autre cas. Un malade atteint d'hydrophobie menaçait de mordre son médecin. Après que ce dernier lui eut dit que le véritable symptôme d'une attaque chez un être humain était l'usage des poings, il frappa tout autour de lui comme un boxeur et mourut après avoir subi plusieurs crises sous cette nouvelle forme. Étude sur la rage par le docteur Luto, page 269. Éviter la peur est en conséquence le conseil essentiel de sécurité après une morsure de chien, et le danger très restreint qui peut en résulter apparaît fort bien quand on songe aux milliers de morsures inoffensives reçues par les vétérinaires et les personnes qui s'occupent constamment d'animaux. Il peut y avoir occasionnellement une victime d'une morsure, de même que la mort peut être provoquée par une piqûre d'épingle ou d'insecte, tandis que certaines égratignures et des blessures provoquent quelquefois le tétanos, maladie dont l'hydrophobie semble être une variante. Suivant l'évidence fournie par Sir Victor Horsley devant le comité des Lords contre la rage, le risque de la rage après morsure de chien parmi les personnes non traitées a été diversement calculé de 5 à 15%. Un Français nommé Boulet, autorité en la matière, a déclaré que sur 100 personnes mordues par des animaux enragés et laissées sans soin quels qu'ils soient, pas plus de 5 ne montreraient les symptômes de l'hydrophobie. Ainsi, et fort heureusement, la victime d'un chien suspect d'être enragé a une très grande chance d'échapper à une complication quelconque. Pour commencer, il faut se rappeler qu'il existe un doute considérable sur le fait d'une maladie spécifique comme la rage et que le chien enragé au sens populaire du terme pourrait bien être relégué dans la même catégorie que la sorcière du Moyen Âge. En Orient, l'abandon des malheureux chiens errants est suffisant pour rendre compte du fait qu'ils puissent finir par souffrir de frénésie et présenter les symptômes rabiques. Et, si nous considérons l'existence que mènent au bout d'une chaîne bien des chiens en Europe, notre seule surprise sera qu'un plus grand nombre d'entre eux ne deviennent pas fous.
On pourrait sûrement dire qu'une vie saine et heureuse est la meilleure sauvegarde contre cette maladie. Se montrer sauvage ou avoir la gueule baveuse n'est pas chez un animal une véritable indication de la rage. Par exemple, dans un système de chirurgie, nous lisons: on peut avoir une idée de la fréquence des erreurs faites à propos du diagnostic de la rage canine par la déclaration de Faber disant que sur 892 chiens conduits à l'Institut vétérinaire de Vienne sous la suspicion de rage, il n'y en avait en réalité que 31 ayant subi l'affection. Durant un effroi qui régna en Angleterre à ce sujet, un journal, The Field, du 19 avril 1919, écrit que, suivant M. Robert Vicary, propriétaire bien connu d'un chenil, ce dernier croyait que plusieurs des experts appelés pour diagnostiquer les cas suspects de rage établirent des rapports absolument injustes. Il semble probable que nombre de ces animaux souffraient simplement des restrictions passées dues aux conditions de guerre. Car on reconnaît qu'une mauvaise nourriture produit des symptômes semblables à ceux de la rage proprement dite, ce qui fut mis en évidence lors de l'effroi qui régna au Klondike en 1896 et fut narré dans le Journal of Zoophilie par Arnold F. George. Il semble qu'il y ait plus de crainte que de compréhension eu égard à la rage, particulièrement si l'on considère que les animaux suspects sont presque tous sommairement mis à mort, au lieu d'être gardés en observation avec attention et bonté. En outre, une fois qu'ils sont morts, la maladie ne peut être suivie par un examen post-mortem. L'examen en usage est celui qu'introduisit Pasteur, et ceci nous ramène au début de ses recherches sur ce sujet. C'est en l'année 1880 que 2 chiens enragés lui furent offerts par M. Bourrel, ancien vétérinaire de l'armée. Alors commencèrent les séries d'observations, très cruelles pour la plupart, et qui aboutirent à la déclaration faite devant l'Académie des sciences de la découverte d'un procédé qui, ainsi que Pasteur le prétendait, préviendrait infailliblement le développement de la rage chez les personnes ayant eu le malheur d'être mordues par des animaux enragés. La date de cette communication, le 26 octobre 1885, doit rester mémorable dans l'histoire de la médecine et glorieuse pour la science française, suivant l'opinion enthousiaste du président de la séance, M. Boulet. Ce fut également un jour mémorable pour l'inauguration d'un système d'intolérance, antithèse de tout ce qui est scientifique, système qui, malheureusement, reste en vigueur pour les adorateurs fétichistes de l'orthodoxie pasteurienne. En ce jour passé, fécond en événements, cette intolérance fut portée à son comble par le refus d'entendre un seul mot de ce qu'avait à dire M. Jules Guérin, le docteur Colin et quelques autres qui osaient se risquer à critiquer les conclusions de M. Pasteur. Le grand homme avait parlé. Il avait réclamé l'infaillibilité. La prophylaxie de la rage après morsure est assurée, disait-il. Il convenait soit que les autres louent, soit qu'ils restent tranquilles. Cependant, il y avait beaucoup à critiquer. L'inoculation même qui devait témoigner de la rage était très incertaine. Cette expérience, introduite par Pasteur, consistait à prendre un peu de matière provenant d'un animal suspect, soit sous la forme de salive, de sang, d'une parcelle du cerveau ou de la moelle épinière, habituellement le liquide cérébrospinal, et à l'injecter à un lapin vivant. Même en dehors de la lumineuse explication de Béchamp, il paraît évident pour le sens commun que cette matière prise à un individu et introduite dans un autre individu semble devoir être préjudiciable à ce dernier, et Vulpian, médecin français, physiologiste et partisan de Pasteur, a trouvé lui-même que la salive d'êtres humains sains tuait les lapins aussi rapidement que la salive d'un enfant mort de l'hydrophobie. L'état d'un lapin après l'inoculation ne prouve guère autre chose que la force ou la faiblesse de son pouvoir de résistance. Toutefois, la paralysie des pattes arrière de ce lapin est donnée comme preuve de l'existence de la rage chez le chien dont il a reçu l'injection. Il est vrai qu'actuellement,
L'on prétend que les chiens enragés ont, dans les cellules nerveuses ou dans leurs ramifications, des corpuscules de Negri. Ceux-ci, dit-on, n'expriment pas la cause, mais sont les agents du diagnostic. Considérant les contradictions et les erreurs qui existent au sujet des bactéries et de leur rapport avec la maladie, nous pouvons remettre en cause un diagnostic qui dépend de ces corpuscules de Negri, spécialement quand il semble ne pas avoir été prouvé qu'ils soient toujours absents dans les autres maladies. Voici pour l'épreuve de la maladie. Passons maintenant à la prophylaxie. Que de changements Pasteur fit subir à son remède depuis le début. En 1884, au congrès médical de Copenhague, il annonçait qu'en atténuant le virus des chiens suspects de rage, en le transmettant à des singes, puis en lui redonnant de la virulence par l'intermédiaire de lapins, il avait obtenu un agent protecteur pour les chiens et qui extirperait la rage du monde entier. Considérant qu'alors, comme de nos jours, la cause de la rage est incertaine, si on l'envisage comme une maladie spécifique ainsi qu'il en devait être dans l'opinion de Pasteur, de telles affirmations ont, semble-t-il, la saveur de la fameuse panacée universelle. Pasteur lui-même devait admettre qu'il n'avait pas réussi à rendre réfractaires plus de 15 ou 16 chiens sur 20. Plus tard, il abandonna le singe comme agent de transmission, l'ayant d'abord choisi, disait-il, à cause de sa ressemblance physique avec l'homme. Dans une brochure L'hydrophobie et Pasteur de Vincent Richard, FRCS, l'auteur demande avec pertinence: est-ce que le résultat de l'état réfractaire obtenu chez 15 ou 16 chiens sur 20 après inoculation garantit la supposition que la méthode adoptée par Pasteur est protectrice? Le 26 octobre 1885, Pasteur décrivait sa dernière méthode de traitement, qui consistait à prendre les moelles épinières de lapins ayant reçu l'injection du virus, à les conserver pendant des temps différents, puis à battre chacune d'elles avec 2 fois son propre poids de bouillon stérilisé. Finalement, en commençant par la culture la plus atténuée, on inoculait le patient pendant 10 jours consécutifs. De plus, il se reportait triomphalement au cas de guérison de Joseph Meister, enfant alsacien âgé de 9 ans, qui avait été cruellement mordu par un chien le 4 juillet précédent, 1885, et fut conduit à Pasteur 2 jours plus tard pour être traité. Ce cas, étant l'épreuve décisive dont se réclame le célèbre Français pour prétendre au succès, il est aussi bien de le retracer. Les plus graves des sévères morsures reçues par l'enfant furent cautérisées le jour même avec de l'acide phénique. À 8 heures du soir, le 6 juillet, Pasteur faisait inoculer à l'enfant, au moyen d'une seringue de Pravaz, quelques gouttes de sa culture de moelle prise à des lapins qui étaient morts de la paralysie résultant d'injections faites au cerveau de ces pauvres animaux. L'opération dut être faite par le docteur Granchet, qui était présent en cette occasion. Pendant les 10 jours suivants, Joseph Meister fut inoculé régulièrement, recevant en tout environ 12 injections de la dose de moelle. Maintenant, en considérant ce cas, nous devons demander quelle preuve avait Pasteur, d'une part, que ce chien fût enragé, et d'autre part, de la probabilité d'hydrophobie qui pouvait s'ensuivre chez la victime. De la sauvagerie de l'animal et du fait d'un examen post-mortem qui avait révélé la présence de foin, paille et morceaux de bois dans son estomac, on avait inféré à son état rabique. La présence de cette paille, de ces morceaux de bois, semblerait plus vraisemblablement indiquer chez le chien une voracité due à un état d'inanition qui rendrait compte également de son comportement sauvage. Quant à l'enfant, le nombre et la sévérité des morsures reçues firent dire au docteur Vulpian et Granchet, appelés à donner leur avis, qu'il était en conséquence presque inévitablement exposé à contracter l'hydrophobie. Pourquoi? Comme nous l'avons vu, il n'y avait pas de preuve réelle de la rage chez le chien qui l'avait attaqué. Mais, dans l'intérêt de la discussion, admettons que l'animal ait été enragé. On doit se souvenir que les blessures avaient été cautérisées.
Quoique les opinions diffèrent, eu égard aux cauterisations, plusieurs personnes faisant autorité semblent fortement en leur faveur. Une référence doit être donnée des cautérisations opérées par Youatt sur plus de 400 personnes, sans oublier 5 applications du procédé faites sur lui-même, et ceci sans que la rage se soit développée dans un seul cas. Le docteur Cunningham de Chicago, dont on dit qu'il cautérise 120 personnes annuellement, a établi la moyenne de la mortalité à 3 environ pour ce nombre. Pasteur lui-même écrivait comme suit à un docteur exerçant aux environs de Paris. « Monsieur, les cautérisations que vous avez pratiquées doivent vous rassurer pleinement sur les conséquences de la morsure. Ne faites plus aucun traitement, c'est inutile. » Louis Pasteur. En dehors de la cautérisation, on a vu que la possibilité du développement de l'hydrophobie chez une personne mordue, même par un chien authentiquement enragé, est très réduite. De plus, comme la durée de l'incubation peut s'étendre sur 12 mois, souvent sur 2 ans ou plus, le danger que courait Joseph Mester n'était pas fini, de toute évidence, après un laps de temps qui ne dépassait guère 3 mois. Alors que Pasteur osait le saluer comme un tison arraché à l'incendie, pour ainsi dire, grâce à ses doses de moelle. Finalement, d'autres personnes, y compris le propriétaire du chien, Max Vaughan, mordu par le même chien que Mester et le même jour, bien qu'ils n'eussent été ni cautérisés ni traités par Pasteur, restèrent en bonne santé. Après un examen attentif de ce premier cas, si vanté de réussite pasteurienne, on ne peut que dire en ce qui concerne Joseph Mester, et autant que son histoire est connue, qu'il ne semble pas s'en être sorti mieux ou plus mal avec le traitement de Pasteur que plusieurs autres qui s'en passèrent. Mais tout le monde n'eut pas la chance du petit Alsacien. Un autre enfant, Mathieu Vidot, inoculé par Pasteur et considéré comme guéri, mourut 7 mois après le traitement. Pour se disculper de la mort d'un autre enfant, la petite Louise Pelletier, l'échec fut attribué aux morsures profondes à la tête, au temps trop long écoulé entre la morsure et l'inoculation. Cependant, Pasteur prétendait à la réussite de son traitement s'il était commencé avant que l'hydrophobie ne s'établisse, même après une année ou plus. Les contradictions ne semblent être d'aucune importance quand on a besoin de se disculper, si bien qu'un médecin américain, le docteur Dull de Philadelphie, a pu dire qu'en plaçant les déclarations de Pasteur côte à côte, l'acceptation de presque chacune d'elles appelait l'oblitération des autres. Feu le docteur Charles Bell Taylor, dans la National Review de juillet 1890, donne une liste de cas où les malades de Pasteur sont morts, tandis que les chiens qui les avaient mordus sont restés en bonne santé. Le cas du facteur français, Pierre Rascol, fut un échec notable. Rascol et un autre homme furent attaqués par un chien que l'on crut enragé. Le premier ne fut pas mordu, à proprement parler, car les dents du chien ne traversèrent pas ses vêtements, mais son compagnon reçut de sévères morsures. Ce dernier refusa d'aller à l'Institut Pasteur et resta en parfaite santé. Mais l'infortuné Rascol fut contraint par les autorités postales à entreprendre le traitement, ce qu'il fit du 9 au 14 mars. Le 12 avril suivant, de graves symptômes se révélèrent, avec une douleur au point d'inoculation. Non à celui de la morsure, pour la bonne raison qu'il n'avait jamais été mordu. Le 14 avril, il meurt de l'hydrophobie paralytique, la nouvelle maladie mise au monde par Pasteur. Il ne faut pas s'étonner que le professeur Michel Peter accuse « Monsieur Pasteur ne guérit pas la rage, il la donne ». Certainement, on peut admettre que Pasteur n'ait jamais déclaré avoir guéri. Ce qu'il entreprenait, c'était de prévenir la progression d'un poison qu'il comparait à un train omnibus qui, dans le système humain et selon son dire, était rattrapé par l'express protecteur, le virus inoculé. Déjà, de son temps, il y avait bien des incroyants en sa méthode.
Ces derniers, dans le journal londonien The Lancet du 15 mai 1886, recevaient un avertissement qui leur était adressé par le docteur J. H. Brandt, de toute évidence croyant sincère dans les travaux et les assertions du fameux chimiste français. Aux incroyants, M. Pasteur dit « Attendez, le temps révélera de nombreux faits en rapport avec cette question, et ce n'est que par des expériences continuelles et des observations constantes poursuivies pendant un temps considérable, sur des centaines de cas, que nous serons capables d'atteindre à des résultats positifs et définitifs. » De nombreuses années ont passé depuis que ces mots furent écrits, et nous nous trouvons actuellement dans la position requise pour étudier les expériences et les observations pour lesquelles on demandait de la patience aux critiques antérieures. La revendication du succès remporté par Pasteur est basée sur l'affirmation qu'il réduisit le taux de la mortalité par la rage de 16% à 1%. Mais, feu le colonel Tillard, a montré dans une brochure intitulée Pasteur et la rage, note 1, publiée par l'Union britannique pour l'abolition de la vivisection, 47 Whitehall, Londres SW1. Donc feu le colonel Tillard a montré que la théorie d'une mortalité de 16% avant que Pasteur n'ait introduit son traitement supposé préventif doit être ridiculement fausse. Comme la moyenne annuelle de cas mortels avait été jusque-là en France de 30, le nombre de personnes mordues, suivant l'estimation du taux de 16%, dit le colonel Tillard, devrait avoir été au-dessous de 200. Mais Pasteur, au contraire, compte 1778 malades durant l'année 1887, ce qui signifie, suivant son calcul, que 250 personnes seraient mortes si elles n'étaient pas venues vers lui. Ceci ne peut que paraître absurde en regard des faits. Le chiffre le plus élevé de cas mortels enregistrés au cours d'une année n'ayant jamais dépassé 66. En outre, quittant la France, si nous nous tournons vers d'autres pays, nous trouvons qu'à Zurich, par exemple, sur 233 personnes mordues par des animaux enragés au cours de 42 années, 4 seulement sont mortes, dont 2 furent mordues à des endroits où les mesures préventives ne pouvaient être prises. Encore une fois, Went de Breslau a traité 106 personnes mordues par des animaux enragés entre les années 1810 et 1823. 2 sont mortes sur ce nombre. Finalement, d'autres personnes, y compris le propriétaire du chien, Max Vaughan, mordu par le même chien que Meister et le même jour, bien qu'ils n'eussent été ni cautérisés ni traités par Pasteur, restèrent en bonne santé. Après un examen attentif de ce premier cas, si vanté de réussite pasteurienne, on ne peut que dire en ce qui concerne Joseph Meister, et autant que son histoire est connue, qu'il ne semble pas s'en être sorti mieux ou plus mal avec le traitement de Pasteur que plusieurs autres qui s'en passèrent. Mais tout le monde n'eut pas la chance du petit Alsacien. Un autre enfant, Mathieu Vidot, inoculé par Pasteur et considéré comme guéri, mourut 7 mois après le traitement. Pour se disculper de la mort d'un autre enfant, la petite Louise Pelletier, l'échec fut attribué aux morsures profondes à la tête, au temps trop long écoulé entre la morsure et l'inoculation. Cependant, Pasteur prétendait à la réussite de son traitement s'il était commencé avant que l'hydrophobie ne s'établisse, même après une année ou plus. Les contradictions ne semblent être d'aucune importance quand on a besoin de se disculper, si bien qu'un médecin américain, le docteur Dull de Philadelphie, a pu dire qu'en plaçant les déclarations de Pasteur côte à côte, l'acceptation de presque chacune d'elles appelait l'oblitération des autres. Feu le docteur Charles Bell Taylor, dans la National Review de juillet 1890, donne une liste de cas où les malades de Pasteur sont morts, tandis que les chiens qui les avaient mordus sont restés en bonne santé. Le cas du facteur français, Pierre Rascol, fut un échec notable. Rascol et un autre homme furent attaqués par un chien que l'on crut enragé. Le premier ne fut pas mordu, à proprement parler,
car les dents du chien ne traversèrent pas ses vêtements, mais son compagnon reçut de sévères morsures. Ce dernier refusa d'aller à l'Institut Pasteur et resta en parfaite santé. Mais l'infortuné Rascol fut contraint par les autorités postales à entreprendre le traitement, ce qu'il fit du 9 au 14 mars. Le 12 avril suivant, de graves symptômes se révélèrent, avec une douleur au point d'inoculation, non à celui de la morsure, pour la bonne raison qu'il n'avait jamais été mordu. Le 14 avril, il meurt de l'hydrophobie paralytique, la nouvelle maladie mise au monde par Pasteur. Il ne faut pas s'étonner que le professeur Michel Peter accuse « Monsieur Pasteur ne guérit pas la rage, il la donne ». Certainement, on peut admettre que Pasteur n'ait jamais déclaré avoir guéri. Ce qu'il entreprenait, c'était de prévenir la progression d'un poison qu'il comparait à un train omnibus qui, dans le système humain, et selon son dire, était rattrapé par l'express protecteur, le virus inoculé. Déjà, de son temps, il y avait bien des incroyants en sa méthode. Ces derniers, dans le journal londonien The Lancet du 15 mai 1886, recevaient un avertissement qui leur était adressé par le docteur J. H. Blount, de toute évidence croyant sincère dans les travaux et les assertions du fameux chimiste français. Aux incroyants, M. Pasteur dit « Attendez, le temps révélera de nombreux faits en rapport avec cette question, et ce n'est que par des expériences continuelles et des observations constantes poursuivies pendant un temps considérable, sur des centaines de cas, que nous serons capables d'atteindre à des résultats positifs et définitifs. » De nombreuses années ont passé depuis que ces mots furent écrits, et nous nous trouvons actuellement dans la position requise pour étudier les expériences et les observations pour lesquelles on demandait de la patience aux critiques antérieures. La revendication du succès remporté par Pasteur est basée sur l'affirmation qu'il réduisit le taux de la mortalité par la rage de 16% à 1%. Mais, feu le colonel Tilliard, a montré dans une brochure intitulée Pasteur et la rage, note 1, publiée par l'Union britannique pour l'abolition de la vivisection, 47 Whitehall, Londres SW1. Donc feu le colonel Tilliard a montré que la théorie d'une mortalité de 16% avant que Pasteur n'ait introduit son traitement supposé préventif doit être ridiculement fausse. Comme la moyenne annuelle de cas mortels avait été jusque-là en France de 30, le nombre de personnes mordues, suivant l'estimation du taux de 16%, dit le colonel Tilliard, devrait avoir été au-dessous de 200. Mais Pasteur, au contraire, compte 1778 malades durant l'année 1887, ce qui signifie, suivant son calcul, que 250 personnes seraient mortes si elles n'étaient pas venues vers lui. Ceci ne peut que paraître absurde en regard des faits. Le chiffre le plus élevé de cas mortels enregistrés au cours d'une année n'ayant jamais dépassé 66. En outre, quittant la France, si nous nous tournons vers d'autres pays, nous trouvons qu'à Zurich, par exemple, sur 233 personnes mordues par des animaux enragés au cours de 42 années, 4 seulement sont mortes, dont 2 furent mordues à des endroits où les mesures préventives ne pouvaient être prises. Encore une fois, Wendt de Breslau a traité 106 personnes mordues par des animaux enragés entre les années 1810 et 1823. 2 sont mortes sur ce nombre. Une fois de plus, pendant une épidémie de rage à Stockholm en 1824, 106 personnes mordues se sont présentées à l'hôpital royal, une d'entre elles seulement a contracté la rage. De nombreux autres exemples pourraient être énumérés, comme celui du traitement par la poudre pratiqué dans l'île de Haïti, où, en dépit de morsures fréquentes, l'hydrophobie est pratiquement inconnue. De tels résultats, obtenus par des traitements appliqués avant les méthodes pasteuriennes, dépassent même les prétentions de Pasteur et renversent l'affirmation d'une réduction de la mortalité de 16% à 1%.
Même si cette dernière réclamation était exacte, elle serait simplement causée par l'énorme multiplication des cas, souvent utilisés dans les statistiques, et qui n'empêche pas, ainsi que le fait remarquer le docteur Boucher de Paris, les morts par hydrophobie d'augmenter pendant que le pourcentage décroît. Quant à cet accroissement, les faits ne parlent que trop douloureusement. Avant le traitement de Pasteur, la moyenne annuelle des cas d'hydrophobie en France était de 30. Après son traitement, la moyenne annuelle atteint 45. Feu le professeur Carlo Ruata donne, pour l'Italie, la moyenne annuelle de 65 décès par hydrophobie avant le traitement de Pasteur, et se plaint de l'accroissement de cette moyenne jusqu'à 85 après l'installation de 9 instituts antirabiques. Par suite, nous ne pouvons être surpris de la critique qu'il publie dans le Corriere della Sera. Les nombreuses guérisons dont on se vante dans nos 9 institutions antirabiques en Italie sont des guérisons de personnes mordues chez qui la rage ne se serait jamais développée même si elle n'avait pas été soumise à des inoculations antirabiques. Et le petit nombre d'échecs représente précisément le nombre de ceux en qui la rage a pris et qui, pour cette raison, sont morts après l'inoculation, comme ils seraient morts sans elle. C'est le jugement le plus modéré qui puisse être porté sur les travaux de nos 9 instituts antirabiques. Nous pourrions même demander, non sans raison, si quelques-unes des personnes inoculées n'ont pas été tuées par les inoculations elles-mêmes. Comme commentaire à ceci, nous pouvons ajouter que la Société nationale d'antivivisection a réuni une liste de 1220 morts après traitement pasteurien entre les années 1885 et 1901, et que l'Union britannique pour l'abolition de la vivisection prépare une autre liste qui totalise déjà presque 2000 cas, et que chacune de ces morts après traitement a été prise sur les états officiels des instituts Pasteur. Eu égard aux états statistiques de ces instituts, nous citerons le résumé du docteur George Wilson dans son mémorandum des réserves de la Commission royale de vivisection. Pasteur protège soigneusement ses statistiques. Après quelques morts fâcheuses survenues pendant le traitement ou immédiatement après, il a établi la règle que toutes les morts qui surviendraient soit pendant le traitement, soit pendant les 15 jours après la dernière injection, seraient exclues des états statistiques. C'est en conformité avec cette règle des plus extraordinaires que le pourcentage des morts dans tous les instituts Pasteur se résout en des chiffres si bas. Ainsi, dans le rapport de l'Institut de Casaoli pour 1910, le major Harvey commence ses commentaires sur les statistiques de l'année comme suit. Cette année, 2073 personnes, mordues ou léchées par des animaux enragés ou suspects de rage, ont été traitées, donnant un pourcentage d'échec de 0,19. Ce pourcentage, le major Harvey l'explique de la manière suivante. Il y a eu 26 morts d'hydrophobie. De celles-ci, 14 survinrent pendant le traitement, 8 dans les 15 jours suivant l'achèvement du traitement, et 4 ultérieurement aux 15 jours suivant l'achèvement du traitement. Les 4 dernières comptent seules comme des échecs du traitement, conformément à la définition habituelle d'un échec, et c'est sur ce dernier nombre qu'est calculé le pourcentage des échecs. Cette protection des statistiques a empêché d'inclure la mort du roi Alexandre de Grèce dans la liste des échecs pasteuriens. La déclaration fut faite après que le roi eût été mordu par un singe, qu'un expert avait été appelé exprès de Paris. Si le roi eût vécu, sans aucun doute, un péant de victoire eût proclamé le secours reçu des méthodes pasteuriennes. Malheureusement, au contraire, comme l'état du roi empira, un silence discret fut observé en général sur son traitement. Toutefois, la vérité en ce qui le concernait fut révélée dans un bulletin reçu par la légation de Grèce à Londres, bulletin reproduit dans le Daily Mail. Athènes, samedi. Le roi a passé une nuit critique, sa fièvre est montée jusqu'à 105,6 degrés Fahrenheit, et fut précédé de violents frissons et accompagné d'une crise de délire qui dura 1 heure et demie. Ce matin, il a été vacciné de nouveau.
Son cœur faiblit. Sa respiration est irrégulière. Ainsi, comme le roi mourut pendant le cours du traitement, nous devons non seulement blâmer le sage de sa mort et non la vaccination, mais nous ne devons pas même compter cette dernière comme un échec du traitement pasteurien. C'est ainsi qu'un autre cas plus récent ne peut être exclu de cette catégorie. Le Daily Mail du 14 janvier 1921 donne ce compte-rendu. Un cas rare d'hydrophobie a été révélé à Paris hier, quand Madame Gisseler, une Hollandaise, mourut à la suite d'une morsure de chien enragé faite il y a 8 mois passés. Après la morsure, Madame Gisseler fut immédiatement traitée à l'Institut Pasteur et reçut en tout 25 injections de sérum. Vient ensuite l'excuse que de tels cas de mort après traitement sont extrêmement rares, déclaration qui perd de sa force quand nous considérons les nombreuses morts, comme celle de feu le roi de Grèce, qui sont exclus des tableaux d'échecs par suite d'une limite arbitraire de temps. En dehors des accidents proprement dits de traitement, en dehors aussi des morts après traitement, quelle qu'en soit la cause, un argument supplémentaire contre la méthode de Pasteur est son introduction d'une nouvelle maladie, la paralysie hydrophobique, entièrement différente des diverses formes de rage. Cette maladie est souvent attribuée, à tort, à d'autres causes, syphilis, alcoolisme ou même grippe, et, dans d'autres cas, tout simplement masquée. Ce fait est divulgué dans un rapport institué Paralysie et traitement antirabique du Dr P. Reminger, directeur de l'Institut Pasteur du Maroc, et adressé à la conférence internationale sur la rage qui eut lieu à l'Institut Pasteur à Paris du 25 au 29 avril 1927. Nous avons été frappés, écrit-il, par la contradiction entre le nombre des observations publiées par les directeurs des instituts et le nombre de cas oralement reconnus par eux pour s'être produits. De tels incidents étaient communément tenus secrets comme s'ils étaient un blâme contre la méthode Pasteur ou un blâme contre le médecin qui l'appliquait. Une telle politique nous est apparue maladroite et à l'encontre des méthodes scientifiques. Et plus loin, page 85, nous en sommes arrivés à la conclusion que certains instituts cachent leurs cas. Dans diverses occasions, nous avons trouvé dans la littérature médicale des observations concernant la paralysie du traitement et, après, nous n'avons pu trouver dans les rapports et les statistiques des instituts intéressés aucune mention de ces cas infortunés. En se reportant au 1er janvier 1920, on trouve les statistiques pasteuriennes critiquées dans le Times par un homme qui fait autorité en la matière, l'éminent statisticien professeur Carl Pearson, bien connu comme professeur d'eugénisme au Galton de Londres. Interrogeant les affirmations de Pasteur sur sa conquête de la rage, il écrit « Les données statistiques complètes pour le traitement Pasteur, tant en Europe qu'en Asie, ne sont pas valables. Les données publiées ne permettent aucun jugement statistique prudent. Si le gouvernement des Indes est en possession d'informations sur ce point, pourquoi sont-elles retenues? S'il ne les possède pas, pourquoi ne les obtient-il pas et ne les publie-t-il pas? Y a-t-il des causes de mécontentement dans les résultats obtenus? Et, sur la base de tels mécontentements dans les résultats obtenus, ou pour toute autre raison, a-t-on apporté des changements dans le traitement? Ce sont des questions pour lesquelles des réponses doivent être demandées à la Chambre des communes. Aucun gouvernement n'est à blâmer pour avoir pris une direction recommandée par ses conseillers scientifiques. Mais il pêche non seulement contre la science et l'humanité, mais aussi bien contre la foule ignorante s'il ne fournit pas les matériaux en sa possession pour permettre de juger du succès ou de l'échec de ses efforts. Dans le présent état de nos connaissances, je me risque à affirmer qu'il n'est pas prudent de parler de conquête de la rage. Je suis, monsieur, votre dévoué, Carl Pearson. Université College, Londres, WC1. Voici,
Après les longues années requises par Pasteur pour attendre le verdict du temps et de l'expérience, la réponse est le commentaire donné par un expert de la statistique. Même les informations que l'on peut se procurer aux instituts Pasteur ne sont guère encourageantes pour les croyants au traitement de Pasteur. Considérons par exemple les rapports de l'Institut Pasteur de Kasauli aux Indes. De 10 morts en 1900, nous passons en 1915 au chiffre considérablement accru de 72 morts. Contre cette évidence, nous pouvons difficilement opposer l'accroissement correspondant des cas, car beaucoup de ceux-ci ne peuvent être décrits comme authentiques. Il est franchement reconnu dans le 16e rapport annuel que beaucoup, parmi les Européens, ne couraient aucun risque, quel qu'il soit. Nous le croirons aisément en nous rappelant l'exemple de Lord et Lady Minto qui subirent la série des inoculations simplement parce que leur chien favori avait été mordu par un autre chien suspect d'être enragé. Une grande proportion d'hindous ne peut non plus courir aucun risque, si ce n'est du traitement, si l'on considère que les malades, suivant le propre aveu du rapport, n'ont pas tous été mordus, mais beaucoup ont été simplement égratignés ou léchés par des animaux qui ne sont pas toujours enragés, mais souvent seulement suspectés de l'être. En outre, ces listes d'animaux enragés ou suspects de l'être comprennent des êtres humains, des vaches, des veaux, des cochons, des biches, des ânes, des éléphants et bien d'autres espèces connues. Entre les années 1912 et 1916, il y eut 114 patients mordus par des chevaux et 80 victimes de morsures humaines. Nous voyons donc que, dans un nombre considérable de cures proprement dites, on ne pouvait prétendre que les patients aient couru aucun risque de morsure véritable de chiens enragés. Dans une note intéressante, ce 16e rapport annuel recommande l'usage de l'atropine dans les cas où se développent les symptômes de la rage. Il poursuit: l'emploi de ce médicament nous a été suggéré par le major F. Norman White, IMS, à qui nous adressons nos remerciements. Ce médicament a pour effet de soulager les spasmes de la gorge et s'il est administré à intervalles appropriés, ce symptôme affligeant peut disparaître complètement et il en résulte que le malade est capable de manger et de boire. En dehors de cet effet bienfaisant, il y a l'espoir à l'arrière-plan que dans certains cas, le spasme de la gorge, qui est la cause d'une mort prochaine, puisse être tenu en suspens jusqu'à la phase de rétablissement. Clairement, les cas qui permettraient les plus d'espoir seraient ceux des malades non traités, chez qui la période d'incubation était naturellement longue. Voici donc des chercheurs pasteuriens reconnaissant eux-mêmes la possibilité d'une cure sans aucun rapport avec le traitement de Pasteur, et qui, ainsi qu'ils l'admettent, est susceptible d'être plus efficace en l'absence de ce traitement. Car la rage n'a jamais été une maladie sans remède, même à son paroxysme. Il est reconnu que la pilocarpine, c'est un collyre, qui provoque une transpiration abondante, a guéri certains cas. Tandis que, sur un principe similaire, le docteur Buisson de Paris, auteur d'un traité intitulé Hydrophobie, mesures préventives et curatives, s'est guéri lui-même d'une attaque par l'usage de bains de vapeur et a inauguré avec succès un système curatif portant son nom. Il est remarquable, pour le moins que l'on en puisse dire, que des mesures curatives définies aient été négligées et mises de côté en faveur d'un traitement préventif qui reste discutable et a occasionné, ainsi que nous l'avons vu, une maladie nouvelle, l'hydrophobie paralytique. Un tel procédé demande une explication, et peut-être est-elle fournie sans le vouloir par le journal hindou The Pioneer du 12 mars 1919. L'Institut central de recherche de Kasauli a développé la production de ces vaccins à un point presque incroyable. La moyenne annuelle avant la guerre était de 18 500 cm3. Pendant la guerre, cette moyenne s'est élevée à 2,5 millions de cm3 et comprenait des vaccins contre la typhoïde, le choléra, la pneumonie et la grippe. Du point de vue pécuniaire seul,
la valeur des vaccins de Casaoli pour la durée de la guerre est d'environ un demi-million de livres sterling. Les inoculations de Pasteur contre la rage font partie d'un vaste système presque industriel dont les bénéficiaires n'ont nul désir de voir aucun article discrédité. Le montant des opérations de Casaoli n'est qu'une fraction des gains monétaires qui s'accumulent en Europe, en Asie et en Amérique. Il y a quelques années, nous avons su par le professeur Ray Lancaster que l'Institut Lister à Londres réalisait la somme de 15 800 livres sterling annuellement par la vente de vaccins et sérums, somme qui a pu s'accroître depuis lors. Rappelons-nous que ce livre est publié en 1948. S'il n'y avait eu de tels avantages, il semble probable que les émulsions de moelle seraient allées rejoindre d'autres panacées désuètes comme les poils du chien qui vous a mordu. En remontant aux premières archives de l'histoire, la mode dominante semble avoir été en faveur des remèdes médicinaux de nature effrayante. Mais le chaudron de sorcière lui-même ne semble pas surpasser les remèdes inaugurés par Pasteur dans cette ère nouvelle en médecine. C'est l'ère de l'injection dans le sang de produits d'un degré de nocivité variable, l'ère où l'expérimentation sur les animaux vivants, largement accrue, a trouvé sa conséquence dans des expérimentations sur les êtres humains, l'ère où les crédules et les ignorants sont partout à la merci de la seringue à injection sous-cutanée et par ce moyen font augmenter la production des fabricants de vaccins et de sérums. Ne trouvez-vous pas que de telles choses se passent encore actuellement et à une échelle bien supérieure ?